Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture où je vais vous parler de mes lectures récentes et de mon ressenti sur celle-ci. Aujourd'hui, on va parler de 6 comics et sans plus attendre, on va commencer par le premier qui est Phantom Road de Jeff Lemire au scénario et Gabriel Walta au dessin. Donc c'est un volume 1. Aux États-Unis, on en est au 10e numéro en VO, et donc c'est une série qui se veut une série longue. D'après l'auteur, Jeff Lemire veut en faire une série digne d'un Preacher ou d'un Transmétropolitan, donc sur de nombreux numéros, de 40 à 50 numéros. Donc ce premier volume, on va avoir les 5 premiers numéros, et on va directement découvrir un personnage, notre personnage principal, qui s'appelle Dom, et qui est un chauffeur routier. Dans son boulot, dans son travail, il va s'avérer que sur la route, il va y avoir un accident de voiture dont il va être impliqué, et également une autre voiture où il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Birdie. Lors de cette rencontre, ils vont voir tous les deux une forme d'artefact au milieu de la route qui ressemble un petit peu à un tronc d'arbre, et ils vont le toucher. Et il s'avère que, voilà, cet événement, le voilà en dessin, et il va s'avérer que quelques instants après, ils vont se retrouver au même endroit, mais au lieu d'être la nuit, ça sera en plein jour, et personne autour, aucune voiture, le désert complet. Il s'avère qu'ils ne seront pas seuls dans ce territoire. Il va y avoir des formes de zombies d'apparence extraterrestre qui vont leur vouloir du mal. Donc là, ces deux personnages, se connaissant à peine, eh bien, vont se poser énormément de questions. Pourquoi ils sont là? Quel est cet artefact? Qui sont ces extraterrestres zombies qui leur veulent du mal? Et ce récit va être vraiment un grand mystère dès le départ. Et on va avoir des réponses petit à petit, mais vraiment très léger. Ça va prendre un certain rythme. On va pas avoir tout d'un coup hein, les révélations sur ce qui se passe. Et il va y avoir une forme de road movie entre ces deux personnages où ils vont apprendre à faire connaissance et ils vont faire la rencontre de quelqu'un de très important qui vont qui vont lui donner quelques explications. C'est un personnage avec une chemise hawaïenne et qui a l'air d'être un ancien agent du FBI et qui va expliquer à nos protagonistes que la seule solution pour s'en sortir, c'est d'emmener une certaine cargaison à un certain endroit. Donc c'est le métier de Dom, hein, il est chauffeur routier. Et donc un road trip va débuter et ils vont devoir combattre effectivement ses ennemis et également trouver des réponses parce que le mystère s'épaissit. C'est une ambiance très particulière, hein, parce qu'on est dans le surnaturel, qui pourrait se rapprocher d'X-Files. Et également, il y a des petites teintes d'horrifique. Et c'est vraiment un récit doté de beaucoup de mystères. Et une ambiance très particulière qui est apportée également par Jeff Lemire dans sa narration, mais par Gabriel Walta au dessin, où on ne sait pas quelle est la réalité, où on est vraiment toujours sur le qui-vive de savoir ce qu'on nous explique, ce qu'on nous montre, et quelle est la réalité où on est. Parce que finalement, voilà, je ne spoil rien, il y a deux dimensions miroirs, la réalité et une dimension miroir, là où il se trouve avec ces extraterrestres zombies. On voit que ça intéresse des gens haut placés du gouvernement, et donc ça va être très intéressant à suivre. Donc là, on a quelques réponses dans ce volume-là, mais y a énormément de questions également. Donc c'est un récit que moi j'ai bien apprécié. Jeff Lemire, je trouvais ces derniers temps, il y avait une petite baisse de régime sur certains récits que j'avais lus de sa part. J'avais été agréablement surpris et même j'ai beaucoup aimé Les Éphémères en 2 volumes chez Futuropolis, je vous en ai parlé. Et là sur ce premier volume, là on voit qu'il met en place un run, donc il met beaucoup de pièces, là c'est de l'exposition, et on a toujours quand même énormément de mystères, donc à voir par la suite si le niveau de qualité reste le même, mais si le niveau de qualité reste le même, moi j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et le volume 2, donc vraiment bien surpris par ce Jeff Lemire.
Et puis il y met toujours ses thématiques personnelles, les relations familiales. On voit que nos protagonistes que sont Dom et Birdie ont quelques traumas liés soit à l'enfance pour Birdie ou soit à son fils pour Dom. Donc c'est très intéressant et moi j'irai sur la suite pour découvrir. Et c'est une lecture que je peux vous recommander parce qu'on est sur un Jeff Lemire en pleine forme et un Gabriel Walta au dessin qui vraiment colle parfaitement à cette ambiance très surnaturelle, très fantastique, très mystérieuse de Phantom Road. Donc, excellente lecture. Ensuite, je vais vous parler de Rorschach de Tom King et Jorge Fornes. Donc, Rorschach, Odyssey Black Label. On va avoir une histoire qui va se dérouler dans l'univers Watchmen, 30 ans après les événements tragiques. Pour pas vous spoiler, il y a eu un événement, bon, je sais pas, spoil, pour ceux qui n'ont pas lu Watchmen, je fais une petite incartade. Il y a eu un événement tragique à la fin avec un poulpe géant qui arrive, et c'est Ozymandias qui l'envoie, et qui voulait empêcher une guerre nucléaire, et vu que c'était un cataclysme et qu'il y a eu des milliers de morts, c'est un événement qui a empêché la guerre nucléaire. Donc, pour la faire courte, et là, on va se retrouver 30 ans après, pendant une campagne d'élection présidentielle, avec un candidat qui s'appelle Turley, et qui va vivre une tentative d'assassinat par deux personnages, dont l'un s'est grimé en Rorschach, et une jeune femme. Et ensuite va être menée une enquête par un agent du FBI qui va vouloir connaître les motivations de ces assassins qui vont être tués durant leur tentative d'assassinat, qui pourrait être derrière, qui a commandité cela. Et donc on va vraiment dans une enquête pure, on va être dans un polar dans cette histoire. C'est toujours mieux d'avoir lu Watchmen pour découvrir Rorschach, parce que on va faire énormément de références à Watchmen. On va utiliser des personnages vraiment tertiaires de Watchmen et on va les mettre en avant, en particulier l'auteur de la bande dessinée des Pirates, qui va avoir un rôle très important. On va y voir également tout l'hommage que peut faire Tom King au monde des comics, en particulier un personnage qui est totalement, qui a un homonyme d'un auteur très connu, mais on va voir que même la représentation graphique le ressemble, même un peu sa personnalité. Je vous dis pas qui c'est parce que c'est intéressant. C'est pas Alan Moore déjà. Et puis il y a une narration. Tom King, là, moi je le trouve vraiment c'est le haut du panier de ses créations. Il a toujours des techniques narratives assez particulières. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Je trouve que dans le genre polar, ça fonctionne très bien. Souvent il y a une double narration avec un narrateur extérieur ou interne à l'histoire qui va expliquer les événements. Et en parallèle, on va voir les actions, les événements qui se déroulent. Le narrateur peut utiliser des citations philosophiques, poétiques, littéraires, et qui vont faire mouche et qui vont fonctionner avec l'action qui se déroule. C'est une technique qu'il utilise très souvent. Là, il le fait, mais à très bon escient. C'est très efficace. Et pour moi, c'est vraiment un comics d'enquête et de polar. Ça pourrait se dérouler dans un univers hors Watchmen, que ça fonctionnerait aussi bien, parce que c'est hyper bien narré. Et puis, au dessin, on trouve un Jorge Fornes qui a un style un peu franco-belge, ligne claire, mais qui fonctionne très bien avec la nature du récit. On est vraiment dans des ambiances sombres, des temps sombres, et puis moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est l'un des Tom King que j'ai préféré de sa bibliographie. C'est toujours préférable d'avoir lu Watchmen, vraiment, parce qu'il y a énormément de références. Et puis des références également à l'univers des comics, parce qu'il y a un message un peu plus méta dans ce comics où on va parler de l'industrie de la bande dessinée américaine par exemple les auteurs qui sont en difficulté financière, les droits d'auteur, etc. Et donc vraiment très très bonne surprise. Je m'attendais à... J'étais assez déçu des Tom King récents, pour tout vous dire. Moi, c'est un auteur que j'aime bien, mais là, j'ai dû faire l'impasse sur pas mal de comics qu'il a sortis parce que il a beaucoup de défauts qui persistent dans sa narration et son écriture. Les insultes, par exemple, en symbole, là, moi, c'est insupportable, j'en peux plus.
et puis voilà, une narration un peu lourde, un peu verbeuse. Là, ça fonctionne très bien, c'est fluide. C'est toujours un peu exigeant avec Tom King, hein, c'est un auteur qui nécessite quand même qu'on soit impliqué et concentré dans la lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, qui transmet. Mais là, honnêtement, on est sur un très bon Tom King et je vous le recommande. Également, recherche à la lecture, un très bon comics. Ensuite, donc c'est édité chez Urban Comics. Strange Fruit de J.J. Jones et Mark Waid. Donc ça, c'est une recommandation de Ernesto Cube. Je te salue si tu passes par là. Donc, qui m'avait recommandé ce comics. Moi, je suis assez fanat de Mark Waid et je connaissais pas du tout J.J. Jones. C'est un dessinateur qui utilise la peinture. Voilà, un petit peu le style de l'artiste. Et il y a une ressemblance quand même au style de Alex Ross. Pour moi, c'est ce qui m'avait marqué lorsque je l'avais feuilleté la première fois. Sur le côté photoréaliste des visages et également la luminosité qui va être utilisée. Voilà, par exemple, sur ce personnage, il y a un petit côté Alex Ross, même très proche, mais sans le côté statique des planches d'Alex Ross quand il est au dessin, pas sur les couvertures, mais quand il fait des numéros. Là, je trouvais que c'était assez dynamique, et c'est vraiment un artiste très talentueux, donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est fait totalement à la peinture. Et pour l'histoire, on va se retrouver en 1927 à Chatterley, dans le Mississippi, dans une époque où il va y avoir énormément de pluie, et le Mississippi, ses affluents vont être surchargés, et il y a un risque d'inondation majeure dans le village de Chatterley. On est dans une époque où les personnes noires américaines sont encore très mal vues, on sort de l'esclavage, et ils sont quand même encore vus comme des sous-citoyens, utilisés pour faire des travaux durs, des travaux physiques, et pas bien payés. Et donc là, il s'avère que dans cette situation, on va demander à la plupart des Noirs du village d'aider à creuser des sillons pour que on enlève de la pression sur les courants, et les affluents et le fleuve du Mississippi. Et il y en a certains qui vont un petit peu traîner des pieds. On va voir également tout le côté un peu, n'ayons pas peur des mots, c'est raciste, hein, de cette époque-là. On va voir Ku Klux Klan qui est encore présent, et même ça a infusé dans la plupart des citoyens. C'est quelque chose qui est vraiment très prégnant dans le récit, et même historiquement. Il va s'avérer que y a un personnage qui s'appelle Sonny, et qui est un petit peu le petit mouton noir, excusez-moi l'expression, et qui va être ciblé par à la fois des membres importants de la communauté qui lui disent que c'est un voleur, et également le Ku Klux Klan qui le cible. Il va être incriminé d'un kidnapping, et il va devoir fuir. Il va s'avérer qu'un jour, un homme, on ne sait pas qu'est-ce que c'est finalement, si c'est un homme, il est tombé du ciel, au milieu d'un champ. Il est immense, il est doté d'une puissance folle. Et il est vu par Sony comme une forme de signe, de symbole, quelqu'un qui va pouvoir libérer et aider la communauté noire américaine de l'époque dans ses difficultés. Bien sûr, il va être ciblé par le Ku Klux Klan et par les membres de la communauté qui vont avoir peur de lui, hein, les villageois, les habitants de Chatterley. Et puis, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est une histoire vraiment qui nous raconte une partie de l'histoire qui a vraiment existé, hein, c'est issu d'événements réels. Et c'est quelque chose dont on parle pas souvent dans les comics, je trouve que c'est assez peu exploité. Et là, on a un récit qui, à la fois, beaucoup dans le symbolisme d'un homme noir, un super-héros noir libérateur, mais à la fois un message assez pertinent sur le racisme de l'époque. Voilà, c'est un super comics graphique. J'ai beaucoup aimé, et bien sûr, il y a des choses terribles, il y a des choses horribles, hein, qui se déroulent dans ce récit. Et puis, ça nous prouve également que l'humanité
parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Si le terrain, si le village est inondé, tout le monde meurt. Et on va voir finalement que voilà, il y a une catharsis à la fin et qu'il y a un beau message d'espoir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. C'est une très belle surprise. Je ne connaissais pas du tout le style de J.J. Jones et c'est un artiste que je vais suivre et voir les travaux qu'il a effectués auparavant. Voilà, donc Strange Fruit, ça c'est une reco c'est une recommandation, Strange Fruit, de J.J. Jones et Mark Waid aux éditions Delcourt. Ensuite, je vais vous parler d'Iron Man, le diable en bouteille de David Michelinie et Bob Layton. Michelinie au scénario, Bob Layton au dessin, et on va retrouver John Romita Jr. aux couvertures. Donc, le diable en bouteille, c'est un récit assez marquant pour le personnage. D'ailleurs, il y a un must-have qui va sortir prochainement, qui va rassembler les numéros que j'ai dans un Marvel Best-of. Je l'avais acheté d'occasion. Et là, on va découvrir un petit peu Tony Stark au fond du trou. Par plusieurs paramètres. Le premier, c'est que il s'avère que le Shield essaie de prendre le pouvoir de Stark Industries en rachetant des actions, etc. Également, il va y avoir Justin Hammer, qui est l'un de ses concurrents, qui va essayer de pirater son armure. Et aussi, il va tomber dans l'alcoolisme. C'est là où on va voir Tony Stark dans ses plus grands tourments. Et c'est une histoire, finalement, avec une narration assez... je sais pas, c'était dans les années 70. C'est une narration de l'époque. Donc il faut voilà, être conscient de ça, mais qui fonctionne plutôt bien. Et c'est à la fois une histoire où Iron Man va avoir la plus grande des difficultés pour combattre ses ennemis, qui sont nombreux, et également la plus grande difficulté pour combattre son ennemi majeur, qui est lui-même dans sa difficulté à sortir de l'alcoolisme. On va voir, c'est un petit peu un plaidoyer contre l'alcoolisme, on va voir les effets que ça a sur une personne et sur son entourage. Et donc ça enrichit vraiment le personnage. Pour quelqu'un qui est le playboy milliardaire, ça lui donne vraiment une profondeur et une humanité qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le personnage. Et j'ai vraiment bien apprécié. On voit une galerie également de personnages de l'univers Marvel, Namor en particulier, c'est intéressant de le voir. Et vraiment une histoire, je pense, essentielle si on veut découvrir le personnage d'Iron Man, parce que c'est quelque chose qui va le caractériser pendant longtemps. Voilà, donc Iron Man, le diable en bouteille, à l'occasion, si vous avez l'opportunité de le lire. Moi, je trouve que c'est une bonne lecture si vous êtes intéressé par ce personnage. Il y a le must-have qui sort bientôt, donc c'est l'occasion. Ensuite, on va passer à Tortue Ninja, un récit sur les Tortues Ninja, et c'est The Last Ronin, The Lost Years. Donc, moi, c'est un récit, je voulais pas forcément aller dessus, parce que The Last Ronin, en lui-même, était un récit au ton contenu, qui a raconté une histoire que je trouvais finale, qui c'était un bouquet final d'une histoire globale. Il n'y avait pas forcément besoin de creuser le filon et de faire des récits dans cet univers-là. Pour la faire courte, The Last Ronin, si vous ne l'avez pas lu, c'est une tortue qui est survivante. Tous ses frères sont morts. Leur maître également, Splinter, est mort. Et il va vouloir venger ses frères en attaquant le clan Hamada, ou ce qu'il en reste, le personnage qui a repris le relais de ce clan. Et de ce fait, on va avoir une mission Desperado de la tortue qui va s'attaquer à eux. Et c'était plutôt un beau récit, un bon récit que j'avais bien aimé. Et je voulais pas forcément aller sur l'achat en physique de ce récit-là, donc j'ai regardé en digital, c'était à 12 €, 12,90 €. Et donc je me suis dit, à ce prix-là, ça me fait une lecture sur cet univers que j'ai bien apprécié, mais je m'engage pas forcément sur un prix plus important, et je n'avais pas nécessité de l'avoir dans ma bibliothèque, je voulais juste le lire. Et j'ai été
plutôt agréablement surpris. Je m'attendais à pire. Donc là, on va avoir une histoire, on va avoir une double narration, à la fois tout ce qui est le pré-The Last Ronin, donc tous les événements qui vont l'emmener aux événements de The Last Ronin, donc notre tortue, on va le suivre dans une épopée qui va l'emmener de pays en pays, de continent en continent, où il va avoir une formation avec certaines personnes qu'il va rencontrer. Il va toujours être accompagné par le spectre de ses frères, qui vont le conseiller, le guider aussi quelquefois. Il va être confronté à des problèmes, à des soucis, à des combats qu'il va devoir mener, dont il va devoir sortir plus fort pour aboutir à sa mission. Donc, ça c'est une partie c'est l'intérêt du récit pour moi, c'est la partie la plus intéressante. On a également une partie post-The Last Ronin, où on va voir, entre guillemets, la relève des Tortues Ninja, j'en dis pas plus. Où là, c'est pas quelque chose qui m'a passionné, je me suis pas du tout attaché au personnage qui représente la relève. Voilà, il y a une moitié qui est bonne, il y a une moitié qui est moins bonne. En globalité, c'est un récit qui a enrichi l'histoire de The Last Ronin, mais ça n'en fait pas un indispensable pour moi. Je reste sur mon avis, c'est que The Last Ronin est un récit autocontenu, complet, qui suffit à lui-même. Là, j'ai vu qu'il y avait d'autres séries qui étaient prévues dans cet univers-là. Je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. C'est une bonne lecture pour ceux vraiment qui ont aimé The Last Ronin. Je pense que c'est un bon ajout, ça enrichit à l'univers, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Il y a pas mal de défauts narratifs, j'ai trouvé, quelques longueurs. Voilà, tout n'était pas passionnant, mais il y a une partie, voilà, quand même, où j'ai pris plaisir de voir la tortue et ce lancement vers The Last Ronin et ce qui lui arrivait avant. Donc voilà, un récit pas mal, mais pas l'indispensable, loin de là. Ensuite, je vais vous parler d'un dernier récit qui s'appelle Calvin et Hobbes. Donc là, c'est l'intégrale 1 de Bill Watterson qui était sorti à l'époque chez Hors Collection. Et donc, c'est un récit où on va rencontrer Calvin et Hobbes. Calvin qui est un jeune homme et Hobbes qui est sa peluche, qui est un tigre. Et c'est une peluche qui est devenue son ami imaginaire, donc il va lui donner vie dans son imagination, et ils vont vivre des aventures. Alors des aventures quelquefois dans la maison familiale avec ses parents, à l'école, etc., ou même dans leurs moments de jeu ensemble. Donc c'est une écriture que moi j'ai beaucoup aimée, donc les strips, voilà, ça se déroule sur 4 cases, ou des fois 8 cases, et c'est des petites histoires courtes, souvent très drôle, même très drôle. Moi j'ai trouvé, j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup ri, parce qu'il y a un ton. Calvin a un ton c'est un petit, hein, c'est un enfant, mais dans ses propos, c'est très mature, c'est fait de beaucoup d'ironie. Et vraiment, ça peut être une lecture, je pense, pour les enfants qui vont y voir quelque chose, qui vont voir une comédie. Et puis, quand on est adulte, on va voir quelque chose d'un peu plus profond et d'un peu plus riche. Et j'ai apprécié, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on lit, qu'on picore de temps en temps. C'est vraiment un ton irrévérencieux, hein, la relation parent-enfant, et un petit peu vilain garçon. Mais qui marche très bien. Et moi, je voulais le découvrir, je voulais le lire parce que c'était quelque chose d'assez reconnu dans le monde de la bande dessinée américaine. C'est quelque chose qui a marqué l'univers des strips. Et je voulais voilà, découvrir cela. Et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que voilà, c'est une lecture vraiment qui peut se lire même en famille, avec les parents et les enfants. C'est très agréable de temps en temps. Et bonne découverte que ce Calvin et Hobbes intégral 1. Voilà pour ce retour de lecture. Alors, la recommandation de la semaine, moi je pourrais vous recommander Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Waltal, volume 1. Franchement, c'est très prometteur. Il y a une ambiance très particulière, très singulière, surnaturelle, fantastique, avec des petites pointes d'horrifique. Ça donne très envie de voir la suite. Et également, coup de cœur pour Rorschach de Tom King et Jorge Fornes. On est dans un polar dans l'univers Watchmen, et moi, ça a fonctionné du tonnerre. Voilà, je le recommande.
Faut mieux avoir lu Watchmen quand même pour en avoir toutes les saveurs. Et c'est vraiment une excellente lecture. Et puis en complément, une mention honorable vraiment pour Strange Fruit. Merci encore à toi Ernesto Cube de l'avoir recommandé parce que c'est une très belle découverte sur un sujet qui est trop peu exploité dans la bande dessinée américaine et j'ai beaucoup aimé. Voilà pour ce retour de lecture, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez quelques lectures en commun avec moi, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt. Salut!